Mesdames et messieurs de la presse nationale et internationale, chers invités, bonjour et bienvenue au Palais de la Présidence de la République. Avant que de commencer avec la conférence de presse du jour, je voudrais, au nom du Président de la République, vous adresser à vous, journalistes, à l'ensemble de vos rédactions et à l'ensemble de votre corporation, les condoléances du chef de l'État suite à la disparition tragique et brutale de votre confrère, de notre frère, Brice Ndong, qui nous a été arraché dans des circonstances brutales au lendemain de son anniversaire. Je voudrais que pour honorer sa mémoire, nous nous tenions debout et que nous observions une minute de silence. Brice était brillant. Il va nous manquer. Il va nous manquer ici, lors des conférences de presse, mais il va surtout nous manquer sur tous les champs de bataille sur lesquels il a combattu avec les armes nobles du journalisme d'investigation. Je vous prie de vous asseoir. Mesdames et messieurs, cette conférence de presse est particulière, et cela à plus d'un titre, entre autres raisons. D'abord parce qu'elle est la conférence de presse inaugurale de la nouvelle année, et deuxièmement parce qu'elle s'inscrit dans un contexte marqué par une actualité nationale dense, une actualité nationale très dense, à laquelle elle sera donc exclusivement consacrée. D'abord, le secteur éducatif. S'agissant de la crise qui secoue le dit secteur, le gouvernement, sous l'impulsion directe du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, a engagé, comme vous le savez, des discussions avec les acteurs de la grève, effectives depuis le mois de décembre 2025. Ces discussions ont abouti à un engagement du gouvernement à mettre en solde 328 sortants d'école normale, ENS, N7, soit 100% des dossiers pris en compte, à mettre en pré-salaire 692 sortants d'ENIL et de l'ENIF, entendez donc les écoles nationales d'instituteurs de Libreville et de Franceville, soit également 100% des dossiers pris en compte, à mettre en pré-salaire 1810 enseignants anciennement appelés bénévoles, représentant là encore 100% des dossiers pris en compte, et à régulariser 4000 situations administratives, notamment les titularisations, avancements automatiques et reclassement après stage, et à régulariser progressivement le reste des situations constatées selon une programmation établie de commun accord. C'est le lieu ici quand même de dire un petit mot, au-delà des chiffres, sur ce que l'on pense de cette situation, de cette crise au sein du secteur éducatif et de la condition de l'enseignant. Le président de la République, le premier, a tenu à souligner que l'ensemble des revendications du secteur sont des revendications légitimes. Et elles le sont d'autant plus qu'elles sont le résultat de décennies de tergiversation, de décennies de mauvaise gestion. Elles résultent d'un passif lourd, très lourd, trop lourd, pour que des solutions immédiates soient apportées et que les effets en soient tout aussi immédiats. Aussi, le président de la République n'a pas attendu que la grève se déclenche dans le secteur de l'éducation pour prendre, dans ce domaine en particulier, le taureau par les cornes et apporter des débuts de solutions. Depuis le début de la transition, il a agi fortement pour commencer
à régler progressivement les problèmes auxquels les enseignants sont confrontés. 2-3 points en guise d'exemple: l'extension et l'amélioration des infrastructures scolaires, la construction et la rénovation de plus de 196 salles de classe sur l'ensemble du territoire national, la gratuité de la scolarité instituée par le Comité de la transition et de la restauration des institutions en date du 8 septembre 2023, pour vous dire, le rétablissement des bourses d'études annoncé le 4 septembre 2023, et aussi la création des instituts de formation des professeurs d'école pour Franceville, Mouila et Oyem. Il y a donc un intérêt constant qui a été porté à la question éducative depuis que le président de la République a pris les destinées de la nation en main. Chacun d'entre nous dans cette salle, et même le président de la République lui-même, est ce qu'il est parce qu'il et elle a eu un enseignant ou des enseignants qui lui ont transmis des connaissances, qui lui ont transmis des savoirs. On ne saurait mésestimer ou déprécier la qualité d'enseignant, la responsabilité et le dévouement de nos enseignants. Ce sont des compatriotes qui appartiennent à chacune de nos familles. L'État n'est pas sadique, l'État n'est pas masochiste, l'État est intéressé et par l'évolution des conditions de vie et de travail des professionnels du secteur. Tous ces efforts traduisent donc la place centrale qu'occupe l'éducation dans la vision du président de la République pour l'avenir de notre pays. Dans ce contexte, un appel solennel à l'apaisement et au sens des responsabilités est adressé à l'ensemble de la communauté éducative. Il est impératif, collectivement, de sauver l'année scolaire de nos enfants. Le président de la République tient à rassurer l'opinion sur la mise en œuvre de mécanismes rigoureux de suivi et d'évaluation des engagements récemment pris et annoncés par le gouvernement de la République. Concernant le secteur de la santé, le chef de l'État a accordé une audience aux responsables des 13 syndicats du secteur hier mardi, illustrant ainsi son écoute permanente et son attachement à un dialogue social constructif. Cette rencontre a permis de passer en revue l'ensemble des revendications, notamment la situation administrative des agents, la gestion de la main-d'œuvre non permanente, ainsi que sur la gouvernance et le fonctionnement des structures hospitalières. Elle a par ailleurs été l'occasion de rassurer les partenaires sociaux quant à leur prise en compte progressive et réaliste, en cohérence avec les capacités actuelles de l'État. Là encore, l'occasion nous est donnée de constater que dans la santé comme dans l'éducation, le chef de l'État a commencé à agir très fortement, très tôt, dès la prise en main du pays. Et là encore, quelques exemples illustratifs suffisent à nous en convaincre. L'adoption du Plan national de développement sanitaire, PNDS, l'adoption de la politique nationale de santé, la régularisation administrative ayant permis le recrutement et la mise en solde de plus de 700 agents de santé, notamment les personnels en attente et les sortants d'école, la réhabilitation et la réouverture des écoles de santé pour répondre aux besoins de formation à Mouila, Makokou et à Oyem, la mise en place d'une chaîne de froid vaccinale et les équipements et mise en service de plusieurs hôpitaux départementaux, je pense à Ndende, je pense à Fougamou, je pense à Minzik, Ovan, Mvadi, Lekoni, ainsi de suite. Autant d'efforts qui traduisent là aussi l'intérêt particulier qui est accordé par le chef de l'État au secteur de la santé qui bénéficie d'une attention particulière comme celle qui est accordée au secteur de l'éducation. Dans le même esprit que ce qui a été fait justement dans le secteur de l'éducation, il est envisagé la mise en place prochaine d'une commission tripartite réunissant l'ensemble des acteurs pertinents afin d'instaurer un cadre de concertation permanent autour des problématiques de la santé publique dans notre pays. Il ne vous aura pas échappé que les responsables syndicaux qui ont été interviewés hier par les organes de presse ont indiqué que la volonté n'était pas d'entrer en grève pour le simple principe de la grève. La volonté est là d'accompagner l'État et de s'assurer que, par des mécanismes de concertation permanente, l'État puisse mettre en œuvre les solutions qui sont d'ores et déjà identifiées pour régler l'ensemble des problématiques auxquelles nous sommes confrontés dans le secteur de la santé. Mesdames et messieurs,
des événements récents ayant ému l'opinion nationale ont remis la question de la lutte contre l'insécurité au devant des préoccupations constantes de nos compatriotes. Le chef de l'État réaffirme son engagement ferme et sans ambiguïté à garantir la sécurité des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire national. Des efforts soutenus sont déployés pour renforcer les capacités opérationnelles de nos forces de sécurité à travers des dotations accrues et l'amélioration de leurs conditions de travail. Parallèlement, le président de la République veille à garantir l'indépendance, l'efficacité et la crédibilité de la justice, pilier fondamental de l'État de droit et instrument essentiel dans la lutte contre toutes les formes de criminalité et d'impunité. C'est le sens de son interpellation à l'endroit des magistrats le 19 décembre dernier au cours d'une session du Conseil supérieur de la magistrature. Il y invitait l'institution judiciaire à ne plus être, je cite, un simple spectateur des soubresauts de la vie publique. Et il déclarait, je cite là encore, « La justice doit sanctionner, conformément à la loi, tous les actes illicites ainsi que leurs auteurs, quel que soit leur niveau de responsabilité dans l'État. » Quel que soit leur niveau de responsabilité dans l'État. Enfin, s'agissant de la nouvelle édition du Club de Libreville, sur un aspect plus économique, cette initiative traduit la volonté du chef de l'État de mobiliser l'ensemble du secteur financier national au service du développement économique de notre pays. Concrètement, il est question d'emmener les établissements de crédit à financer les projets de l'État, accompagner et conseiller ce dernier, soutenir les politiques publiques pour transformer l'économie, et cela afin qu'elle serve les intérêts des Gabonais d'abord. Cette mobilisation est indispensable pour accompagner le financement des grands engagements économiques contenus dans le plan de croissance et de développement 2026-2030. Et à travers ces actions, le président de la République réaffirme avec force son ambition de souveraineté économique et sa détermination à ne jamais dévier de cette trajectoire dans l'intérêt supérieur de notre nation. Mesdames et messieurs, telles sont les orientations et les grandes actions que je souhaitais porter à votre connaissance. Le président de la République demeure pleinement engagé à conduire le Gabon sur la voie de la stabilité, du dialogue, de la justice sociale et du développement durable. Je vous remercie pour votre aimable attention et me tiens, comme vous pouvez l'imaginer, à votre disposition pour répondre à vos questions. Monsieur le porte-parole, pourquoi parler aujourd'hui d'un service militaire obligatoire alors qu'il y a d'autres priorités? Et la deuxième question porte sur le retour de la peine de mort, parce qu'on sait que lors de la cérémonie de présentation de vœux, il était question d'un éventuel retour de la peine de mort. Est-ce qu'on peut dire que ce débat est d'actualité en 2026? Merci. Concernant le service militaire, la première chose à rappeler, c'est que le service militaire est consacré dans la nouvelle loi fondamentale, c'est-à-dire la Constitution de la République gabonaise, qui, rappelons-le, a été adoptée par voie référendaire, c'est-à-dire au terme d'un processus consultatif élargi qui a mis à contribution l'ensemble des forces vives de la nation. Et lorsqu'on lit les articles de la Constitution, lorsqu'on lit les articles de textes de loi, il faut bien les lire et il faut les lire jusqu'au bout. Évidemment, ce sujet a suscité beaucoup de débats, mais l'article 27 se termine, il me semble, en ces termes, dans les conditions fixées par la loi. Je répète, dans les conditions fixées par la loi. Ce qui veut dire que d'ici la rédaction d'un texte de loi, il y a un débat, notamment et à minima un débat parlementaire, qui va être mené autour de cette question du service militaire, qui, rappelons-le, là encore, n'est pas une fantaisie sortie du chapeau du magicien. Le service militaire est une réalité qui existe dans pas mal de pays dans le monde, que ce soit en Europe ou même en Afrique, notamment au nord de notre continent. Donc ce n'est pas une lubie, ce n'est pas une fantaisie. C'est un mécanisme, c'est une mesure qui présente pas mal de vertus, pas mal d'avantages.
Après tous les efforts consentis en matière de restauration des institutions, le constat est général et évident. Il y a une nécessité de restaurer aussi les mentalités, et cela en s'inscrivant sur la durée. C'est l'un des objectifs aussi que viserait le service militaire. Et donc, en attendant les débats, notamment parlementaires, qui vont être menés pour rédiger la loi qui va encadrer le service, qui va en déterminer les modalités, et qui peut-être déterminera et fixera des exceptions, en attendant ce débat-là, il faut simplement considérer que c'est une mesure qui est consacrée par l'article 27 de notre nouvelle Constitution, et que donc, ce n'est pas une nouvelle trouvaille. Depuis 2024, cette proposition a été intégrée, et donc il est question aujourd'hui d'envisager sa mise en œuvre par un travail de rédaction qui appelle naturellement un débat. Ça, c'est sur la situation du service militaire, sur la question du service militaire. Ensuite, vous posez la question de savoir si le débat autour de la peine de mort est d'actualité. Ce qu'il convient de dire, c'est que lorsque le président de la République s'est prononcé sur la question, à l'occasion de la cérémonie des vœux des institutions au chef de l'État et à la Première Dame, ici au Palais Rénovation, il réagissait en réalité à de nombreuses interpellations que traduisait l'émotion généralisée suscitée par des événements malheureux récents, notamment des actes de kidnapping et d'assassinat. Et donc, réagissant à cette émotion légitime et populaire, portée ce jour-là par la voix du président du Conseil économique, social et environnemental et culturel, le président de la République a réagi en réalité en appelant à la réflexion. Ça n'a jamais fait mal à qui que ce soit de réfléchir. Le président de la République n'a pas dit qu'il était pour la peine de mort, il n'a pas dit qu'il était contre la peine de mort, il a dit qu'il faut réfléchir. Et justement, l'intérêt de la réflexion est d'évaluer la pertinence d'un retour éventuel de la peine de mort. Le président de la République appelle à la réflexion et a d'ailleurs précisé qu'il ne lui revenait pas à lui de trancher sur la question, mais qu'il fallait associer à cette réflexion les Gabonaises et les Gabonais, parce que la question est suffisamment grave et sérieuse pour que l'on se hasarde à trancher sans considérer tous les éléments contextuels, justement, qui doivent émerger dans le cadre d'un débat encadré pour éclairer davantage la lanterne et fixer les positions des uns et des autres sur la question. Monsieur le porte-parole, face aux parents qui estiment que leurs enfants issus des établissements publics sont devenus des otages d'un conflit social récurrent donc concernant la crise dans le secteur de l'éducation, que répond le président à ces parents-là? Le président est attentif à l'évolution de la situation. Le président de la République reste flexible, reste ouvert à tout le monde et reste même disposé à recevoir tout le monde. Parce que l'intérêt pour nous, c'est que les enfants puissent retrouver le chemin des établissements. Ce qu'il faut noter, c'est qu'en toute responsabilité, et par amour pour nos enfants, il faut éviter que d'éventuels conflits de leadership au sein de la corporation, au sein du monde éducatif, ne prennent en otage nos enfants et avec eux les parents que nous sommes. Il faut que nous nous donnions les moyens de nous prémunir de toutes les façons possibles contre le risque d'embrigadement et de pourrissement de la situation. Le gouvernement, sous l'impulsion du président de la République et la coordination du vice-président du gouvernement, a réagi assez promptement, je dirais même très promptement. En moins de 10 jours, des pistes de solutions concrètes et claires, issues d'un processus concerté, ont été identifiées. Au-delà de l'identification des solutions proposées, une commission de suivi et évaluation a été mise en œuvre pour s'assurer que cela ne reste pas de belles paroles, des paroles en l'air, mais que cela soit concrétisé dès, et je crois que c'est l'échéance qui a été fixée, le mois de février, dès le mois de février prochain. Alors pourquoi le mois de février? On a parlé de mise en solde, on a parlé de régularisation de situation administrative. Le mois de février pour la simple et bonne raison que sur la question spécifique des mises en solde, par exemple, les mises en solde, selon notre système, se font à partir du 5 du mois.
entre le 5 et le 10. Donc, elles se font le 5, et puis il y a une mission de contrôle qui est effectuée le 10. Passé cet intervalle, on ne peut plus procéder à des mises en solde. Et donc, ce n'est qu'en fin de mois prochain, donc fin février, que les effets des engagements pris pourront être constatés par les principaux bénéficiaires. Donc, voici la position du gouvernement, qui a quand même démontré sa disponibilité, sa bonne foi et son engagement à régler la question. Personne ne prend plaisir à ce que les enseignants se plaignent. Personne. Nous sommes tous des parents. Et nous avons tous des enfants. Et donc, évitons, de part et d'autre, de trop tirer la couverture à soi. Faisons preuve de responsabilité, faisons preuve de patriotisme, pour que, ensemble, nous puissions construire des solutions qui favorisent la nation. Il n'y a pas de camp. Il n'y a pas d'un côté le camp des enseignants et le camp du gouvernement. Reprendre les cours, ce ne serait pas perdre un combat ou une quelconque bataille. Non, ce serait faire preuve de responsabilité. Et maintenant, il faudra mettre de la rigueur dans le suivi de l'application, de la mise en œuvre des solutions qui ont été identifiées. Voilà. Le Média Express, je voulais revenir sur la question de l'insécurité. Au Gabon, on constate que les présumés auteurs des faits sont traqués par la justice, d'autres non, et pire encore, les commanditaires. Est-ce que la justice gabonaise a-t-elle peur de mettre la main, sinon de traquer les commanditaires, ou c'est une question de personnes? Je crois que j'ai déjà partiellement répondu à votre question dans le propos liminaire, en revenant sur les propos du président de la République prononcés le 19 décembre dernier, à l'occasion de la dernière séance du Conseil supérieur de la magistrature. Le président de la République incarne le pouvoir exécutif. À côté du pouvoir exécutif, comme vous le savez, il y a le pouvoir législatif et notamment le pouvoir judiciaire dont nous parlons. Ces trois pouvoirs exercent librement, chacun dans son couloir. Les Gabonais ont de tous leurs vœux appelé à une séparation effective des pouvoirs. Il faut donc appeler l'institution judiciaire à faire preuve de beaucoup plus de volonté et d'engagement. C'était le sens de l'interpellation du président de la République, qui ne peut qu'appeler l'institution judiciaire à prendre davantage ses responsabilités et à traiter avec la rigueur implacable et froide de la loi tous les comportements déviants qui constituent des crimes, des infractions, des délits. Il faut sanctionner, parce que cela participe aussi au changement de mentalité et au redressement moral de notre société. Voilà le rôle essentiel auquel la justice gabonaise est appelée. Mais le président de la République ne rend pas la justice. Au contraire, il est garant de l'indépendance des pouvoirs et de l'indépendance des institutions judiciaires, de l'institution judiciaire. Et donc on ne peut qu'appeler et continuer d'appeler, ne pas se fatiguer d'appeler à beaucoup plus de rigueur pour condamner. Et là encore, reprenons les propos du président de la République, quelles que soient les positions des uns et des autres, l'actualité récente, je pense, au cours des derniers mois, vous a montré à suffisance que personne n'est à l'abri de la justice. Quiconque s'écarte, mais est rattrapé et est sanctionné, indépendamment de son statut. Nous autres, qui sommes des collaborateurs du chef de l'État, ne sommes pas nous aussi épargnés des affres de la justice lorsqu'elle doit sanctionner, lorsqu'elle doit réprimer. Lorsqu'on a des positions élevées dans l'appareil de l'État, la première exigence à laquelle on est confronté, c'est une exigence d'exemplarité. Le président de la République y tient tout particulièrement et ne se portera garant d'aucun haut responsable, administratif ou politique, quel qu'il soit, en cas de déviance, en cas d'acte répréhensible, sanctionné par nos textes de loi. Alors, monsieur le porte-parole, la semaine dernière, le président, sinon le week-end, a mené une série d'activités de visites dans les fermes et une action salutaire parce que à son passage, il y a eu, on va dire, des gestes marquants. Alors, ceux de l'agriculture aujourd'hui et de la pêche estiment
qu'il n'y a pas que l'élevage dans des fermes, monsieur le porte-parole. Ils se sentent un tout petit peu délaissés. Est-ce que le président, dans son planning, compte-t-il également faire le même geste vers les pêcheurs, mais également ceux qui excellent dans l'agriculture, qui est un pan important de notre économie? Ça, c'est la première question. La seconde va dans l'aspect économique. Monsieur le porte-parole, dit-on, gouverner, c'est prévoir. Au moment où le panier de la ménagère pèse, il y a également des grandes entreprises qui s'excellent dans l'augmentation des prix. Alors, vous le savez, pour ne pas faire la publicité de ce produit qui est prisé par de nombreux Gabonais, la Régab, aujourd'hui qui est à 600 francs. Et dans les revendeurs des quartiers, 700, 800. Est-ce que aujourd'hui c'est une mesure qui peut être salutaire au niveau des populations gabonaises? Certainement, monsieur le porte-parole, je reviendrai avec une dernière question. Merci. Alors, absolument que l'augmentation du prix de la bière, et en l'occurrence de la Régab, n'a rien de salutaire pour nos populations, notamment les consommateurs d'alcool. Donc c'est une réponse évidente à ce petit bout de question, mais de manière plus globale sur le coût de la vie. L'État a annoncé un calendrier en rapport avec un instrument formidable qui a été annoncé, et cela depuis plusieurs mois, la centrale d'achat. La centrale d'achat, au-delà et après les logiques qui nous ont emmenés à adopter un certain nombre de mercuriales, dont les listes ont été, au fil du temps, rafraîchies, au-delà de ces logiques-là, donc, il y a cet instrument de la centrale d'achat qui a été conçu pour venir régler cette question du coût de la vie. Cette centrale d'achat concernera non seulement des produits alimentaires, je doute que la bière en fasse partie, mais aussi les matériaux de construction, pour alléger le poids de la vie sur le portefeuille de nos compatriotes. Une échéance a été fixée le mois d'avril par les responsables de la centrale d'achat. Une partie de l'organigramme de la dite centrale a déjà été constituée, notamment la direction générale, à l'occasion de l'un des derniers conseils des ministres. Et donc, cette échéance du mois d'avril a été fixée pour l'acheminement sur le territoire national des premières commandes qui vont donc faire l'objet d'une commercialisation au niveau de la centrale d'achat. Le chronogramme, à ce jour, est respecté. Il reste quelques points de logistique à régler, notamment avec le ministère des Transports, qui participe activement donc, au développement de la question. Il y a donc quelques points logistiques à régler avant de pouvoir connaître l'effectivité de cette mesure qui vient pour régler la question de la vie chère sur la durée. La problématique de la vie chère de manière globale consiste dans l'exigence pour nous de pouvoir produire davantage ce que nous consommons localement. C'est le cas du poulet de chair, d'où les visites de ferme. Vous parlez d'éléments qui relèvent de l'agenda du président de la République, mais ce ne sont pas les déplacements du chef de l'État qui résument exclusivement l'intérêt qu'il porte aux différentes thématiques qui concernent la vie de la nation. Et donc ce n'est pas parce que le président de la République n'aurait pas visité les pêcheurs ou les agriculteurs qu'il n'aurait pas un intérêt tout aussi important que celui accordé, par exemple, à l'élevage de poulets de chair. Il y a un intérêt particulier parce que derrière il y a une ambition globale. Cette ambition globale est celle de la réalisation progressive de l'autosuffisance alimentaire. Et cela passe par la production en local de ce que nous pouvons d'ores et déjà produire. Et là encore avec des deadlines qui sont connus, 2027, pour ce qui est de l'arrêt de l'importation du poulet de chair. C'est le lieu ici de saluer tous les compatriotes qui ont fait le choix de se déployer dans ce domaine, qui a ces difficultés pour lesquelles l'État se tiendra à disposition pour aider à structurer, pour accompagner financièrement, de manière à ce que cet objectif soit atteint dans les délais qui ont été fixés depuis l'année dernière. Maurice Bouyomba de la rédaction d'Africa numéro 1. Alors, toujours ma question est en rapport avec la grève dans le secteur de l'éducation nationale. Alors, 2 syndicalistes ont été interpellés ces derniers jours. Est-ce désormais la réponse à ceux qui oseraient trop revendiquer leurs droits? Aussi, de ce fait, ne craignez-vous pas un durcissement de la grève des enseignants? C'est une question, mais pas une incitation. Très bien, merci pour votre question, qui est une question très importante. Et je vais vous faire une réponse qui est très courte. En 2 temps. Le premier temps m'emmène à vous dire que la présidence de la République
n'est pas ordonnatrice des interpellations. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point sur lequel il faut insister, et c'est un point d'ordre général, la seule chose qu'il faut rappeler, et la seule chose que nous vous rappelons, c'est que toute activité, quelle qu'elle soit, toute cause, aussi noble soit-elle, doit respecter la loi. Sur les éléments de détail, nous ne sommes pas habilités à communiquer là-dessus. Sur les motifs non plus. Je pense que le procureur de la République est bon communicant et que sa porte est ouverte. Il pourra vous renseigner sur ces interpellations. Voilà. S'il y a eu interpellation, je suppose qu'une procédure a été ouverte, une instruction a été ouverte, et donc, ne fût-ce que par respect de ce principe sacré, du respect du secret de l'instruction, nous ne pouvons pas vous donner davantage d'informations que cela. Je suis Vanessa Ndie, directrice du magazine Tapis Rouge, toujours dans le secteur de l'éducation, monsieur le porte-parole. Est-ce que le ministre de l'Éducation nationale, Madame Carméliane Tonton-Leclerc, n'est pas en quelque sorte le mal des enseignants, parce que depuis près de 10 ans, ce ministère parle le même langage? Et pourquoi encore lui avoir reconduit à ce ministère? Pourquoi le chef de l'État ne donne-t-il pas la chance à quelqu'un d'autre? Merci. Je pense que votre question est très symptomatique de ce qu'il nous faut éviter, justement, dans la gestion de la crise de l'éducation. Elle est symptomatique en ce sens qu'elle réduit les problèmes de l'éducation à des débats de personnes. Nous n'en sommes pas là. Le président de la République n'est pas à ce niveau. Tous les efforts que je vous ai énumérés et qui ont été consentis dès la période de la transition l'ont été indépendamment de l'identité du ou de la ministre. Il faut aussi que nous ayons la capacité de nous élever au-dessus des problèmes de personnes. Ce qui est en jeu, ce n'est pas qu'on n'aime ou pas la tête de la ministre de l'Éducation nationale. Ce qui est en jeu, c'est que nous puissions garantir à nos enfants d'apprendre dans un système éducatif qui leur donne un maximum de chances de réussite, pour qu'ils soient à la hauteur des défis que nous fixons pour le développement de la nation. La présidence de la République n'entrera jamais dans ce débat de personnes sur ce genre de cause. Il ne faut pas personnaliser les débats. Pour ce qui est de la nomination, le président de la République en a seul le secret. Il nomme, cela participe de son pouvoir discrétionnaire de nommer sur la base de motivations appuyées par les compétences et les mérites divers des uns et des autres. Il a un tableau de bord qui est beaucoup plus large que les éléments d'appréciation que nous pouvons avoir. C'est l'homme le mieux renseigné du pays, donc il fait des choix en fonction des informations dont il dispose et en fonction des objectifs à atteindre à un moment donné. Donc de grâce, sortons de ces débats de personnes. Aussi longtemps qu'elle sera là, je crois que la ministre Tonton-Leclerc fera tous les efforts possibles pour régler progressivement les problèmes auxquels elle est confrontée dans son département. Dans le cadre de la commission tripartite, elle a travaillé aux côtés d'autres membres du gouvernement concernés par la question, parce que la question des enseignants, vous l'aurez constaté, elle est transversale, avec des incidences financières, budgétaires, qui sont pertinentes. Le vice-président du gouvernement, en ouvrant les travaux, a marqué très fortement la solidarité gouvernementale qui doit se déployer pour régler la question. Le gouvernement a pris ses responsabilités. Travaillons sur les thématiques et ne nous préoccupons pas des personnes. Dans la nuit du 10 au 11 janvier dernier, 9 marrons étant enlevés au large des côtes gabonaises. Une enquête a été ouverte et jusqu'à aujourd'hui, rien. Qu'en est-il aujourd'hui? Bien. Bon, comme vous le savez, cela constitue le dernier acte de piraterie enregistré au large de nos côtes. Ce qui s'est passé, c'est que 3 assaillants ont appréhendé ce chalutier et ont kidnappé 9 marins de nationalité chinoise et indonésienne. Et donc une enquête a été ouverte. Les pirates disposent d'équipements et de bateaux rapides qui ont donc su déjouer la vigilance de nos éléments au large de nos côtes. Selon les dernières informations à notre disposition, il ressort que très rapidement ils ont pu rejoindre la zone du delta du Niger, qui est une zone qui représente en réalité un labyrinthe. Elle est très difficile à explorer. Et donc des mécanismes de concertation entre le Gabon et des pays de la région ont été activés pour que nous puissions, à terme,
permettre à ces marins de retrouver leur famille. Pour ne pas compromettre là aussi la mise en œuvre effective de ces mécanismes, eh bien, nous ne pouvons pas donner plus d'informations. Ce que nous savons, c'est qu'ils se trouvent dans la zone du delta du Niger et que des efforts soutenus sont engagés pour pouvoir les retrouver et les ramener chez eux. Il y a quelques jours, quelques temps, le procureur de la République a presque remonté les bretelles aux agents de sécurité, mais le lendemain, tout Libreville était quadrillé et les mêmes causes produisant les mêmes effets, les usagers ont vu ce que le procureur a dénoncé. Quelle est la position du chef suprême des forces armées par rapport à ces agissements, alors que le procureur avait interpellé là-dessus? La deuxième question, c'est les enseignants. Par rapport à tout ce qui s'est passé, les enseignants réclament un protocole d'accord. Ils disent qu'ils n'ont pas de protocole tripartite par rapport aux sorties des discussions qui se sont passées. Ils veulent ce protocole parce que nous savons tous que ce problème ne date pas d'aujourd'hui. Bon, sur la communication récente du procureur de la République après la cour d'appel de Libreville, donc le docteur Eddy Minant, déjà le féliciter pour cette communication brillante sur un phénomène de société pertinent. Mais cette communication fait là aussi écho à la position du président de la République que vous interrogez et qui est une position qui a été partagée à l'occasion du retour de vœux dans le cadre de la cérémonie des vœux au président de la République et à la première dame par les forces de défense et de sécurité. De manière constante, le président de la République appelle à la responsabilité des forces de défense et de sécurité, à leur responsabilité et à leur exemplarité. Lorsqu'on porte l'uniforme, on porte le drapeau national. Et donc, rien que cet élément-là devrait suffire à exiger des uns et des autres la plus grande exemplarité dans l'exercice de ces fonctions qui sont des fonctions sensibles. Maintenant, pour ce qui est des considérations du commandant en chef des forces de police nationales, je pense que les forces de police nationales disposent d'un service de communication qui pourra vous renseigner davantage sur les phénomènes que vous observez et dont l'appréciation est de facto un peu relative, ou du moins peut être relativisée par d'autres observations possibles. Donc voilà, le président de la République prône l'exemplarité de nos forces de défense et de sécurité, une exemplarité qui est indispensable à l'atteinte des objectifs qui leur sont assignés et à la réalisation des missions régaliennes qui doivent donc animer et justifier leurs efforts quotidiens. Depuis plusieurs semaines, le système éducatif est paralysé par des grèves récurrentes. Les syndicats dénoncent des promesses non tenues et un manque de dialogue sincère. Pourquoi le gouvernement peine-t-il à honorer ses engagements envers les enseignants? C'est la première question. Peut-on dire aujourd'hui que l'éducation n'est plus une priorité stratégique de l'État? Quel acte prouve le contraire? La troisième question est axée sur des coupures d'électricité. Monsieur le porte-parole, les coupures d'électricité deviennent quasi quotidiennes, y compris à Libreville, alors qu'on sait que les investissements ont été annoncés à plusieurs reprises dans le secteur énergétique. Qu'en est réellement l'exécution de ces projets et pourquoi les résultats tardent-ils? Merci. Sur la question de l'éducation, je vais être rapide parce que je pense qu'on a déjà abordé pas mal d'éléments en rapport avec les revendications des syndicats de l'enseignement et les engagements pris par le gouvernement. Je note qu'un accord a été conclu entre le gouvernement et les représentants des différents mouvements d'enseignants au cœur de la grève que nous observons depuis le mois de décembre 2025. Peut-être un petit mot sur la mise en œuvre des engagements. Je me suis prononcé il y a quelques minutes sur le point de la mise en solde. Prenons un autre point pour expliquer un peu, parce que l'un des éléments derrière les revendications de satisfaction immédiate et totale des attentes des enseignants a été relevé, c'est-à-dire la régularisation des situations administratives. Certains ont demandé pourquoi 4000 et pas directement les 6574 dossiers.
La réponse est simple. Depuis l'année dernière, le gouvernement a annoncé que seront régularisées 12 000 situations administratives, 12 000 de manière globale. Vous imaginez bien que le secteur de l'éducation n'est pas le seul secteur en besoin de régularisation de situations administratives. Donc, 4 000 régularisations ont été accordées au secteur de l'éducation, ce qui représente 60,85% des besoins de ce secteur. Et puis, le reste, dont le nombre peut évoluer, on est à 8 000, mais ça peut évoluer, le reste est dédié et prévu pour d'autres secteurs. Le secteur de la santé, par exemple, qui est tout aussi important et prioritaire. Donc, à ce niveau-là, l'État doit faire des choix, mais qui sont des choix qui visent à construire des équilibres pour ne pas léser les uns et des autres. Vous avez vu que par anticipation, le président de la République a reçu les syndicats de la santé, parce que généralement, qu'est-ce qui se passe dans les dynamiques de grève? Lorsque l'éducation s'y met, la santé ne tarde pas à suivre. Et donc, attentif à ces dynamiques-là, le président de la République a reçu les uns et des autres pour avoir un langage et un discours franc et constructif. Et là encore, des annonces ont été faites. La création d'un certain nombre de cadres de consultation et de dialogue permanent, en plus de quelques dotations supplémentaires et qui viendront s'ajouter aux réalisations de la période de la transition et du début de mandat que je vous ai énuméré tout à l'heure. Donc les choses se font progressivement. Pour la mise en solde, vous avez vos réponses. Pour la régularisation des situations administratives, là encore, progressivement, les 2000 cas, les 2674 cas restants seront régularisés progressivement. Parce que l'éducation nationale n'est pas le seul secteur. Aussi prioritaire soit-il, il y a d'autres secteurs prioritaires à côté. Donc voilà. Maintenant, sur la question de l'électricité, il y a quelques mois, nous sommes revenus là-dessus. Il faut d'abord poser que pour régler définitivement la question de la fourniture en eau et en électricité à l'échelle nationale, pour combler le déficit que nous observons aujourd'hui, il faut mettre en œuvre des projets lourds et des projets structurants. Il faut construire des centrales. Et en la matière, il y a des annonces qui ont été faites, là encore l'année dernière, pour la construction, entre autres, de 3 centrales au niveau de Port-Gentil, Lambaréné et Libreville, grâce à un financement de Afreximbank. Au-delà, sur les aspects techniques, il y a eu une opération d'arrimage du réseau national actuel au dispositif temporaire proposé par Car Powership, dont les capacités ont par ailleurs été augmentées, avec derrière la mise à contribution d'opérateurs tels que Perenco pour la fourniture de gaz, pour alimenter donc ces centrales-là, et accroître le nombre ou du moins la quantité d'électricité disponible sur le marché national. Donc, pour la résolution complète et intégrale de la question, il faudra, parce que là encore le passif est lourd, et on le connaît tous, il faudra là encore se donner le temps de faire les choses et de bien faire les choses. 40 ans de tergiversation sur la question de l'électricité et de l'eau, ça ne se règle pas en 9 mois de mandat présidentiel, encore moins en 18 mois de transition. Mais pourtant, des engagements forts ont déjà été pris. Maintenant, puisque les échéances sont connues, il faudra faire preuve de rigueur journalistique en ce qui vous concerne, pour s'assurer que le chronogramme est respecté et que progressivement, là encore, on sorte de ces situations de crise. Lors d'une édition spéciale à la télévision nationale, le très célèbre syndicaliste Pierre Minza affirmait que le fichier urgence de référence, un fichier qui permet de payer les fonctionnaires gabonais, était détenu par l'État marocain. Est-ce que la présidence de la République confirme ou infirme? Monsieur le porte-parole, j'aimerais également revenir sur la question de la vie chère parce que pas plus tard que ce matin, en me rendant chez mon boutiquier, je me suis rendu compte que la bouteille d'huile qui coûtait 900 selon la mercurielle qui a été mise en place lors de la période de transition coûte désormais 1500. Nous sommes d'accord, il y a la centrale d'achat qui est en train d'arriver. Mais que fait l'agence qui est censée vérifier l'application de ces prix, notamment la Direction générale du commerce? Est-ce que l'émission se limite seulement à des quartiers qui sont en pleine ville et laisser ceux-là qui restent dans les bas quartiers? Parce que jusqu'à présent, les populations vraiment se plaignent. Le panier de la ménagère est lourd. Merci. Bien. Alors, pour votre première question, je laisse à M. Pierre Minza, qui est un grand frère, qui est un syndicaliste, le soin et la responsabilité de ses propos. L'État gabonais, en responsabilité, a des mécanismes, comme tout État souverain, pour procéder au paiement de ses fonctionnaires. Et on parle bien là de fonctionnaires, donc du secteur public. C'est un élément de souveraineté, et donc il est hors de question que nous venions abonder dans ce sens-là. Voilà, je pense que c'est suffisamment clair. Maintenant, pour les prix
Vous faites bien de noter qu'effectivement, il y a la centrale d'Assay et qu'à terme, cela permettra de régler ce genre de questions. Il n'est pas exclu, comme cela a pu être constaté par le passé, à l'époque où nous mettions en œuvre des dynamiques de Mercurial, qui sont d'ailleurs toujours en cours en attendant, il n'est pas exclu qu'il y ait des contrevenants. Cela s'est déjà observé. C'est donc le lieu d'appeler la DGCC à faire preuve de beaucoup plus de rigueur. Il n'y a aucun décret, aucune mesure qui, au-delà de ce qui a été annoncé précédemment, dans le cadre des différentes Mercuriales adoptées et dont le contenu a été rendu officiel et public, il n'y a aucune mesure additive qui a décidé de l'augmentation du prix de l'huile, ou du riz, ou du lait. Au contraire, il y a eu récemment, au moment des débats autour de la nouvelle loi de finances, l'annonce d'un certain nombre d'exonérations sur l'importation de certains produits de première nécessité pour s'assurer que leur prix ne fluctue pas et ne pèse pas trop lourdement sur le portefeuille des Gabonais. Donc on ne peut pas tenir un double discours en la matière. On ne peut pas en même temps décider de la mise en œuvre d'exonérations fiscales pour s'assurer que les prix ne grimpent pas, les prix des produits de première nécessité, et derrière, décider que les prix de ces mêmes produits de première nécessité augmentent au niveau des petits commerces. Donc la DGCC est appelée à faire preuve de beaucoup plus d'efficacité dans l'accomplissement de ces missions pour le plus grand bien de nos compatriotes, donc des consommateurs gabonais. Monsieur le porte-parole, bonjour. Guy Briand Aseko de la rédaction de Radio Gabon. Je sais que vous l'avez dit il y a quelques instants, monsieur le porte-parole, la question de l'éducation, on en a quand même assez évoqué au cours de cette conférence de presse, mais c'est toujours bien de revenir sur un certain nombre de situations qui aujourd'hui mettent en mal un peu les politiques publiques et la vision même du chef de l'État. Alors, cet engagement qui a été fait à certains leaders syndicaux dans une audience qui, à la limite, parfois, les gens se disent aujourd'hui qu'elle n'a pas eu lieu. Je ne sais pas si le fait de recevoir tous les enseignants simultanément suffira à régler la question de la crise de la confiance dans le secteur éducatif. Je note 2-3 points rapidement. SOS Éducation n'est pas un syndicat. C'est un mouvement spontané. Un mouvement spontané dont les responsables ont été connus très tôt, au début de ce mouvement. Et puis, en cours de route, d'autres responsables se sont fait connaître et se sont, j'ai envie de dire, imposés au mouvement. Et vous posez là une question qui relève en fait de la cuisine interne du monde syndical. Le président de la République ne choisira jamais à la place des enseignants les représentants des enseignants. Il reste ouvert à toutes les bonnes volontés susceptibles de porter des solutions dont l'application permettrait de régler durablement les problèmes. La crise de confiance dont vous parlez entre les enseignants et leurs représentants, pardon, ce n'est pas à la présidence de la République de régler la question. Ce serait faire entrave à la liberté syndicale. Ce serait pour nous empiéter, marcher sur des plates-bandes qui ne sont pas les nôtres. Donc ça, c'est un principe, et c'est clair. Parce que ce qui s'observe, et c'est en ce sens que votre question est pertinente, c'est que bien souvent, il y a des représentants qui sont désignés et qui rencontrent les responsables politiques et derrière sont frappés du sceau de l'indignité et de la suspicion par leurs collègues. Mais c'est le résultat de quoi, tout ça? Mais c'est le résultat de décennies de dynamique pas si claires que ça dans le monde syndical. Et donc, ce n'est pas à mettre sur le compte du président de la République actuelle. Il y a toujours eu de mauvais mariages et de mauvaises fréquentations, de mauvaises accointances entre le monde syndical et politique. Le président de la République aujourd'hui fait le choix de la clarté et de la transparence. Je le redis, que les enseignants, qui sont nos compatriotes, qui sont nos frères et sœurs, nos pères, nos mères, qu'ils ne se laissent pas embrigader dans des logiques de clan. Voilà. Parce que les logiques de clan n'apporteront rien de durable pour l'avenir de nos enfants et pour la sérénité dans le secteur. Mais nous n'allons pas nous immiscer
dans la gestion interne des syndicats pour en désigner les responsables. La position qui est celle du président de la République, c'est une position d'écoute et d'ouverture. C'est le sacerdoce, c'est un des aspects du sacerdoce qu'il a accepté le 12 avril dernier par son élection. Il écoute, il consulte, et ensuite il décide, mais dans les limites de ses prérogatives, qui sont certes très importantes. Mais il ne peut pas tout faire, notamment dans le monde syndical. Ali Akbar Aziza de la rédaction de Gabon 24 Actualités. Monsieur le porte-parole, on prélude la conférence des chefs de l'État de la CEMAC. Quelle est la position du Gabon sur la dévaluation du franc CFA? Et nous sommes toujours en économie, mais dans le cadre du programme d'ajustement structurel. Monsieur le porte-parole, le secteur social, notamment celui de l'éducation nationale, sera-t-il la principale victime du futur programme d'ajustement structurel que le ministre Thierry Binko va signer avec le Fonds monétaire international, alors que son prédécesseur Henri-Claude Ouima l'avait décliné? D'accord, mais vous êtes bien renseigné. Je ne sais pas quelles sont vos sources, mais en tous les cas, allons-nous réserver le droit de ne pas commenter le deuxième point de votre question, tout comme le premier point, en réalité, la dévaluation du franc CFA. J'ai moi-même vu passer 2-3 articles là-dessus. Je me pose la question de savoir sur quoi ça s'appuie. D'où tient-on cette information sur la dévaluation du franc CFA avec les effets que vous pointez pour le Gabon? Rien n'est certain. Officiellement, il n'y a pas de dévaluation officiellement annoncée, publiquement annoncée, sur laquelle nous pouvons nous prononcer. À Brazzaville, le président de la République va prendre part à une rencontre qui est de nature traditionnelle. C'est un cadre de concertation habituel qui, généralement, consiste en l'harmonisation des politiques publiques de nos pays respectifs, en leur harmonisation sectorielle aussi. Parce que nous sommes engagés dans des régions qui ont des dynamiques économiques, sociales et politiques auxquelles nous participons. Et donc, il est important, à échéance régulière, de se retrouver pour apporter, pourquoi pas, des correctifs et renouveler les différents caps qui sont fixés. Pour le reste, à ce stade, nous nous passerons de tout commentaire qui pourrait être, par définition, retenu contre nous. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette conférence de presse. Et vous me permettrez un petit mot de fin. Vous me permettrez de vous partager le fruit d'une lecture récente. Le 27 mai 1957, le président Léomba s'adressait à une séance de l'Assemblée territoriale du Gabon, 1957, c'est-à-dire 3 ans avant l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. Et il déclarait, entre autres choses, ceci: je connais le dévouement de ces hommes et de ces femmes et leur attachement à ce pays, en parlant des fonctionnaires gabonais. Je connais leur dévouement et leur attachement à ce pays. Je leur demande de nous aider à réussir. Je leur demande de nous aider à réussir. Notre bonne volonté et notre foi dans la nation sont des garanties suffisantes pour qu'ils croient en nous. En contrepartie de cela, nous leur donnons la garantie de préserver leurs intérêts présents et futurs. Fin de citation. Le président de la République, depuis qu'il a pris en charge la nation, ne ménage aucun effort. Aucun effort pour transformer notre pays. Lorsque le président Léomba s'exprimait en ces termes en 1957, il était devant la nécessité impérieuse de faire advenir un Gabon nouveau. Plusieurs décennies plus tard, aujourd'hui en 2026, le président Brice Clotaire Oligui Nguema est lui aussi confronté à l'exigence de faire advenir un Gabon nouveau. Un Gabon débarrassé des tares que nous avons nous-mêmes entretenus pendant des décennies.
Un Gabon dans lequel les enseignants peuvent enseigner dans des conditions convenables, dans lequel le système de santé est en capacité de répondre à tous les besoins de santé que nous éprouvons à l'échelle nationale. Un Gabon où on se parle, un Gabon dépourvu de logique de clan. Aidez-nous à réussir, parce que nous sommes tous, en tant que génération, solidaires de ce que sera le Gabon de demain, quels que soient nos positionnements. Nous sommes tous solidaires de ce que sera le Gabon de demain. C'est sur ces mots que je vous dis à bientôt, s'il plaît à Dieu. Je vous remercie.